Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Flow Marketing consacré à l'éco-socio-conception web. Aujourd'hui, on va non seulement démystifier 5 idées reçues tenaces sur les sites responsables, mais aussi vous montrer à travers une étude de cas concrète comment on peut allier performance, esthétique et responsabilité. Donc, préparez-vous à découvrir pourquoi un site, web éco-conçu n'est ni cher, ni moche, ni, limité et surtout pourquoi il peut être plus pertinent que jamais, dans le paysage digital actuel. Aujourd'hui, je fais ce webinaire avec Adrien Martial de chez Iota et Lou Verdun de Automoro. Adrien et Lou, bienvenue. Merci. Et merci pour ton accueil. Est-ce que vous pouvez, nous présenter brièvement, vos sociétés respectives et votre rôle, respectif, dans ces sociétés? Peut-être Adrien, tu veux commencer? Avec plaisir. Eh bien, moi, je dirige Iota depuis 6 ans maintenant et je l'ai cofondé avec mon associé Julien. Iota est une agence de communication responsable. Euh, donc, c'est une agence double dans laquelle on a un studio et à la fois une agence, une communication un peu plus large, pardon, excusez-moi, et un studio de plus de création de contenu. Et nous sommes depuis plusieurs années une entreprise à mission. Et c'est à ce titre qu'on échange aujourd'hui, parce que l'entreprise à mission, au sein de nos activités d'entreprise à mission, de nos objectifs, on a des objectifs qui sont à dimension sociale et environnementale, donc particulièrement faire de la communication responsable, réduire l'empreinte de nos contenus, de nos productions, aider nos clients à réduire l'empreinte de leur communication, et partager aussi, soutenir les porteurs de projets à impact. Je ne sais pas si on aura le temps d'en développer aujourd'hui, mais Mmh. bon. Et le troisième, c'est de partager nos valeurs, de transmettre. Et c'est dans ce cadre-là aussi que je suis avec vous aujourd'hui. Super. Lou, à ton tour. Eh bien, du coup, moi, je suis Lou Verdun, donc je suis le dirigeant fondateur de Automoro, qui est une agence qui se spécialise dans la production digitale. Donc, nous, on est vraiment spécialisé dans la production de websites, apps, e-commerce, voilà. Donc, on n'a pas une propension à faire que de l'éco-conception, mais c'est aussi une part de notre business. Et donc, on a travaillé notamment avec Iota sur le développement de sites qui ont pour objectif de réduire au maximum leur impact. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on parle aujourd'hui. Merci. Alors du coup, bah, l'étude de cas qu'on va voir en effet, c'est, le site, de l'agence, Iota. Adrien, est-ce que tu pourrais me dire un peu plus pourquoi est-ce que, l'éco-conception du site était importante pour vous, mais aussi, bah, du coup dans les valeurs et dans l'offre, de la proposition de valeur que vous avez auprès de vos clients? Ouais, bah, bien sûr. Bon, bah, nous, là, on va parler du site de l'agence. Mmh. C'est le deuxième site de Iota, dans le sens où on a le site pour le studio et le site pour l'agence. Le site du studio, il a été éco-conçu dans le sens où on a fait le maximum, mais c'est un site de vidéo. C'est un site voilà, où on va montrer de la vidéo et donc on n'a pas pu pousser l'éco-conception qu'on pouvait, au maximum on aurait voulu. Euh, et donc pour le site de l'agence, par contre, on s'est dit, non, là par contre, il va falloir qu'on aille au maximum et essayer de, euh, de voir ce qu'on peut faire justement en termes de graphisme, en termes Mmh. de performance, tout en ayant l'impact, enfin un éco-index, un index le meilleur. Donc on a travaillé avec Lou à ce niveau-là. Mais ce qui était important, en fait, pour moi, c'est important de faire ce webinaire aussi, c'est partager un petit peu les ordres de grandeur. Je pense que c'est important en premier abord, discuter. On travaille dans le numérique. Euh, je pense que c'est important de savoir d'avoir ouais, les grandes grandeurs globales de, entre la différence entre les équipements et voilà, la consommer. Merci, parfait. Donc ça, c'est les ordres de grandeur globales. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Je pense que pas mal de gens le savent déjà. Mais la consommation de vidéo, elle augmente de 35% par an. Au global, ce qui est important à savoir, c'est que le secteur du numérique, ça émet entre 3 et 6% en fonction de où on regarde, des Mmh. émissions globales de gaz à effet de serre. Donc ça représente bon, un nombre de milliers de tonnes, même si on n'a pas vraiment l'impression, enfin, on ne sait pas trop ce que ça représente. Euh, Ces émissions sont en train d'augmenter fortement. Et en 14 ans, elles auront doublé. Donc, voilà, il y a une notion, à la fois quand on est utilisateur,
savoir comment réduire notre empreinte numérique, mais aussi quand on est professionnel du numérique ou professionnel tout court qui utilise du numérique, en tant que diffuseur, quoi, en un sens. Quelles actions on peut mettre en œuvre pour réduire cette empreinte-là. Et pardon. Attends, je voulais juste rebondir sur ces chiffres un peu globaux parce que il n'y a pas longtemps, j'ai fait un atelier Néo et Néa, qui est un atelier de sensibilisation au réchauffement climatique, enfin au changement climatique spécifique sur la Belgique. Et c'est le premier d'ailleurs calculateur carbone belge. Donc comme ça, on peut avoir vraiment parce que ça n'a pas le même impact si on est en France ou en Belgique. Et on était une quinzaine de personnes, toutes déjà quand même très sensibilisées à la question et assez informées. Et à un moment donné, dans une des slides, il y avait justement cette chiffre de quelles sont les petites actions, enfin les actions qu'on peut mettre en place et de justement réduire la, la qualité des vidéos qu'on regarde. Et en fait, la majorité des gens dans la salle n'avaient aucune idée étaient là un peu, mais c'est quoi le rapport des vidéos que je regarde avec l'impact environnemental. Donc, tu vois, je trouve que c'est quand même important de le rappeler parce que même quand on est sensibilisé, on sous-estime complètement l'impact du digital, quoi. Ouais, il y a des choses qu'on ne sait pas, hein. Il y a des choses vraiment étonnantes, hein. Vraiment, la différence entre télécharger une vidéo et la regarder en Wi-Fi, ou la regarder en filaire, ou la regarder en 4G, ou même en 5G, il y a des facteurs 50 en fait, entre le filaire et le 5G. Comme si on ne le sait pas, ça on tombe des nues, quoi. Donc il y a des trucs comme ça qui sont très étonnants. Et sur la vidéo en particulier, mais on en reparlera quand on parlera du contenu et de l'éco-conception au global. Ouais, c'est très important. Il y a un facteur 4 entre une vidéo en 720 et une vidéo entre 1080. Donc oui, complètement, tu as tout à fait raison d'aborder ce point-là. Mais et ben voilà, et un autre point, le point le plus important en fait dans le numérique, quand on est utilisateur, c'est qu'on peut essayer de réduire l'empreinte. On peut avoir de l'énergie verte, on peut essayer de réduire notre consommation, éteindre l'ordinateur, éteindre les écrans, ainsi de suite. Mais en fait, le point premier, celui qu'il faut s'attaquer en premier, à 80%, c'est l'achat. Donc c'est vraiment quand on achète quelque chose de neuf, bam, là on se prend une dépense énergétique, une dépense carbonée super, super importante. Ça grille notre bilan carbone. Donc voilà, il faut acheter du reconditionné au maximum. Et là, on a voilà, la différence, quoi. On se donne, là, on voit bien ces chiffres, quoi. Sont pas... Et voilà la diff, quoi. Aussi, pour avoir aussi l'ordre de grandeur et une petite comparaison avec un vol toujours Londres-New York, qui est intéressant parce que c'est quand on se dit, vas-y, j'ai envie de m'attaquer à mes dépenses carbone personnelles, qu'est-ce qui est le plus facile pour moi de mettre en œuvre? Est-ce que c'est de ne pas utiliser un ordinateur? Est-ce que c'est d'en acheter un reconditionné? Ou est-ce que c'est de moins prendre l'avion? En fait, là, on voit bien la diff, quoi. On voit bien le gros point, c'est-à-dire que voilà, si tu prends la moitié de moins de fois l'avion, tu as un impact beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus facile de réduire ton empreinte à ce niveau-là que d'arrêter de regarder Netflix, quoi. Voilà, c'était juste un petit point pour rappeler les ordres de grandeur. On pourra Merci, ouais. aller dans le deep, en tant qu'utilisateur, bien sûr, on pourra se Non, mais je pencher. pense que tu as bien raison, c'est toujours important de remettre le contexte de ce qu'on fait, de l'impact que ça a. Et donc, après, ça ne veut pas dire que parce que ça a moins d'impact, ça a moins d'importance aussi, mais c'est toujours important de remettre le contexte et ces ordres de grandeur-là. Moi, j'aurais aimé savoir ce qui vous a motivé chacun à choisir l'éco-conception web dans vos projets. Enfin, toi, Lou, tu t'es vraiment spécialisé là-dedans. Adrien aussi, du coup, l'agence s'est aussi spécialisée, mais enfin, du coup, vous faites aussi ça pour votre propre site et votre propre contenu. En dehors des ordres de grandeur qu'on a vus là, qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette motivation? Pour moi, il y a deux choses. Alors déjà, en étant tout à fait honnête, c'est pas toujours possible de le faire avec n'importe quel client. Donc Mhm. la première demande doit aussi soit venir du client, soit le client doit être enclin à justement faire des compromis pour pouvoir aller dans ce sens-là, pour pouvoir produire dans le sens de l'éco-conception. Donc ça veut dire en termes de design, avoir
peu de vidéos, des images compressées, Mmh. avoir toute cette réflexion-là en amont dans la production. Mais pourquoi on fait ça? En fait, pour nous, chez Automoro, en tout cas, c'est un peu toujours la même histoire du colibri. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'influencer nos clients à aller dans ce sens-là. Et on va, en faisant ça, essayer d'avoir un mouvement plus large qui se déclenche, une adoption de technologies qui sont moins énergivores, enfin, que les agences, etc., fassent de plus en plus attention à où elles hébergent leur site, où elles hébergent leur plateforme, que ce soit sur des serveurs qui soient responsables, en tout cas alimentés en énergie verte, etc. Donc, il y a un espèce de déclenchement, une boule de neige qu'on veut essayer commencer à faire rouler, quoi. Pour Adrien, je sais pas. Bon. Ouais, ouais. Bah là, on le voit en fait là-dessus, c'est-à-dire que nous, on a, en tant qu'utilisateur, tu peux faire des choses, mais en tant que diffuseur, tu as aussi ta part. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir travailler, comme le disait Lou, sur les réseaux, sur l'hébergement de la vidéo au niveau des data centers, mais aussi de où est-ce que tu vas la diffuser. Et donc, c'est les réseaux et aussi bah, le contenu en lui-même, quoi. C'est-à-dire ce que tu proposes à la diffusion. Et tout ça, c'est de la responsabilité du diffuseur. Donc, et nous, de notre côté, pourquoi on le fait ça? Bah, c'est aussi pour, naturellement, bah, pour continuer à avancer sur nos objectifs d'entreprise et mission, quoi. Toujours comment réduire notre impact, comment réduire l'impact des campagnes de nos clients. Et, et voilà, de pas à pas, on y arrive. Ouais. Et dans le pourquoi, je pense qu'on peut aussi ajouter, alors ça c'est plus pour les stats, mais on en parlera peut-être après. Mais produire en éco-conception, ça veut aussi dire à 99% du temps produire plus performant. Et aujourd'hui, plus performant veut dire meilleur SEO, enfin meilleur référencement, meilleure découvrabilité pour les navigateurs, les browsers, etc. Enfin bref, voilà. Donc c'est aussi, il y a aussi d'autres bénéfices que seulement le fait de produire plus vert. Mmh. Voilà. Bah, justement, c'est une bonne transition. On va rentrer dans un peu les grandes idées reçues, sur l'éco, conception web. La première, c'est que, bah, l'éco-conception web est forcément moche. Moi, ce que j'entends souvent, c'est que, bah, ouais, ça va être un site avec quasiment peu d'images, voire, en noir et blanc. Bah, vous tous les 2, comme vous travaillez sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez à répondre sur cette idée, reçue? Moi, j'ai envie de demander à Adrien si leur nouveau site est moche. Ouais, c'est pas dingue, pas ouf. Non, mais on a réussi. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, ouais, je trouve aussi. Mmh. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Euh, non, bien sûr que c'est possible. Justement, c'était un peu le défi qu'on avait donné au Tomorrow, hein, c'est de dire, OK, vas-y, est-ce qu'on va pouvoir réussir à avoir quelque chose d'agréable à l'œil et en même temps Mmh. d'ultra performant. Euh, et il y a cette notion de performance qu'on va peut-être, enfin, si on a le temps de la développer par après, ça serait intéressant, la différence entre efficacité, performance et efficience. Et en fait, je trouve que c'est essentiel dans l'éco-conception d'avoir ces différences entre ces termes-là. Et donc, notre site, notre magnifique site, bah, il fonctionne très bien. Et on s'est aussi dit, OK, on aurait pu faire un site plus simple dans le sens être certain qu'on ait de l'éco-conception en se limitant au maximum et en disant OK, on va pas avoir d'image, on va pas Mmh. avoir de fonctionnalités sympas, on va pas. Et du coup, oui, on aurait un truc extrêmement asset, vraiment un truc ascétique. Et là, on s'est dit non, on va essayer d'en mettre le maximum. Enfin, le maximum. On va essayer d'avoir un truc agréable à l'œil ouais, de mettre la bonne balance, quoi. Ouais, de trouver le bon compromis. Le bon, merci, c'est le mot. Le bon compromis, ouais, c'est vraiment le mot de l'éco-conception, je pense, le compromis. C'est un peu un mot belge aussi. Mais, et en plus, on s'est dit là, si les gens peuvent aller voir ou ont envie d'aller voir, jeter un œil, euh, en même temps qu'on travaillait le site et qu'on échangeait avec Lou sur les, euh, les choix à faire, en fait, en termes d'éco-conception, on s'est dit que ce serait intéressant de transmettre ces réflexions dans le site, au sein du site, à Mmh. travers des petites anecdotes qu'on aurait laissé traîner de ci, de là. Et donc, elles sont sur le site, quoi. C'est-à-dire qu'on a des fois, on s'est limité, on n'a pas d'animation fancy, des chiffres.
et on a juste le chiffre qui est là, quoi. Et ça nous fait gagner en performance. Et donc, on l'a dit, on a essayé de transmettre un petit peu ça de manière humoristique. Ok. Donc voilà. Mhm. On ira voir le site de toute façon après. La deuxième Ouais. idée reçue que moi j'entends souvent, en tout cas quand je parle d'éco-conception web avec des clients, c'est que ça va coûter cher, en tout cas plus cher qu'un site normal. Et les gens sont là, attention, moi j'ai pas beaucoup de budget sur mon site. Lou, est-ce que tu as eu aussi ces retours-là régulièrement? Et est-ce que Oui, c'est vrai? alors, alors évidemment, ça va dépendre un peu du créneau sur lequel on est quand on parle d'un site. C'est-à-dire que si on parle d'un site WordPress qui utilise un thème et qu'on va juste customiser légèrement en bougeant quelques curseurs, évidemment, ça va être plus cher parce que ce que ça demande de faire un site éco-conçu, c'est d'avoir quelque chose qui est complètement custom, qui est sur mesure. Ok, Mais nous, par exemple, chez Automoro, on n'utilise pas de thème, on n'utilise pas WordPress, on ne travaille pas du tout avec des thèmes, on fait que du sur-mesure. Mais donc, il va pas y avoir de différence entre un site éco-conçu sur mesure ou un site non éco-conçu sur mesure. Ça va être à peu près dans les mêmes ordres de prix, quoi. Donc, en fait, ça ne coûte pas plus cher de faire du sur-mesure éco-conçu ou non éco-conçu, en réalité. Ouais. et donc du coup, pour toi, ça veut dire que l'éco-conception ne peut pas être fait via un WordPress ou via un Webflow? Donc ça, c'est des questions, c'est des questions bon, pour ce Ouais, qui c'est des est questions de, qu'on me pour ce pose qui est de généralement, Webflow, donc ouais, pour ce qui est de Webflow ou de Framer, par exemple, qui sont des ouais. outils qui sont de plus en plus utilisés pour développer des sites maintenant. Le problème, c'est qu'en fait, on va écrire du code qui est générique on déplace des blocs en fait Mmh. dans Webflow ou alors on va faire des designs et puis ensuite on a un code qui est produit qui est très générique. Et ensuite, il y a un système de hosting derrière qui est pareil sur AWS, qui n'est pas sur la liste des gnostiques, etc. Donc, c'est très compliqué de faire de l'éco-conception avec Webflow ou Framer. Par contre, Mmh. avec WordPress, c'est possible, mais en développant un thème sur mesure. Et à partir OK. du moment où on développe un thème sur mesure, enfin, en tout cas chez nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de WordPress pour développer un thème sur mesure. En tout cas, c'est pas un stack technologique qui est vraiment Mmh. très intéressant parce qu'il y a énormément de code legacy. Enfin, tout ça, c'est un système qui a 25 ans, qui est pas très moderne, qui va aussi nous limiter dans l'approche front-end, en fait, dans la technologie. Donc, il faudrait utiliser. Bon, là, on va commencer à parler un peu technique, donc je vais peut-être pas trop m'étendre, mais en gros, la technologie front-end, donc la couche visuelle que va voir le client, que nous on utilise, n'est pas nativement compatible avec WordPress. Or, elle intègre des outils de compression, des outils d'optimisation out of the box qui sont vraiment très, très intéressants pour l'éco-conception. Et avec WordPress, ce serait on pourrait les faire fonctionner ensemble en réalité, mais ce serait beaucoup plus compliqué à maintenir dans le temps. Et dans l'éco-conception, il y a aussi cette notion de pérennité des systèmes où on va pas vouloir avoir énormément de mises à jour à faire, avoir énormément de plugins avec du code tiers qui tourne sur les serveurs. En fait, on va vouloir éviter toute cette partie-là. Donc, nous, en tout cas, on essaie de ne pas utiliser WordPress. Voilà. OK. Et justement, pour, faire la transition sur la troisième idée reçue, sur le fait que c'est trop limitant, Adrien, toi, tu parlais, tout à l'heure, on parlait de compromis. Est-ce que, vous, en tant qu'agence créa et enfin, toi, tu vois là vraiment la différence entre le site justement dédié à la vidéo, du studio et le site de l'agence? Est-ce que tu as ressenti vraiment cette limitation? Comment vous avez géré ça? Là, ce qui est intéressant, je trouve que quand on fait de la création, on sait que la contrainte, la contrainte est fertile, quoi. De la contrainte naît la créativité, quoi, en un sens. Donc, en fait, c'était intéressant de voir ces bases-là pour créer. Et finalement, non, hein, on a quelque chose qui est super efficace. Bon, il sort depuis pas très longtemps, donc on va voir s'il est vraiment efficace, dans un sens. Mais justement, c'est un point, en tout cas, il est efficient. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est ça, c'est là où on peut peut-être plonger dans ces termes, c'est-à-dire que la performance, on parle beaucoup de performance, quoi, soit dans notre société ou et même en com. Mais c'est intéressant de creuser un petit peu derrière ces termes parce que l'efficacité, c'est la différence entre ce qui est le résultat attendu et le résultat fourni, quoi, hein, le résultat effectif. L'efficience, et c'est très important en éco-conception, c'est le résultat effectif en fonction des moyens mis sur la table, quoi.
Donc effectivement, je vais avoir 15 000 visites sur mon site. Euh, si j'ai 20 000, eh ben, c'est très efficace. Mais si j'ai mis 20 millions d'euros pour faire mon site, eh ben, l'efficience, pas ouf. Donc voilà, et la performance, c'est la fusion des deux. Donc voilà, c'est important de savoir ça, d'avoir ça en tête et se dire, OK, quel moyen je mets sur la table pour quel résultat, in fine. Euh, voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu réellement à ta question, mais, mais c'était important, je pense, de travailler là-dessus. Et limitant, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, non, il faut savoir aussi que sur un site web, euh, au global, il y a une étude qui me poussait le fait que 70% des services, enfin, des fonctionnalités n'étaient pas utilisées. Donc finalement, trop limitant, si tu veux, si tu mets uniquement, mais tu es en vadrouille. Euh, mais si tu mets uniquement les services donc, qui sont vraiment utiles, les choses donc, que les gens vont vraiment utiliser, et ben déjà, tu augmentes ton efficience énormément, tu augmentes ta performance au global parce que voilà, tu vas diminuer le nombre de requêtes. Voilà. Et non, je trouve que nous, on a réussi à avoir le bon entre-deux. On a fait passer on a le niveau d'information qu'on voulait, on a des animations au bon endroit et on a un éco-index de dingo. Donc voilà, on est au top dans ce qu'on voulait faire. Donc bah, c'est parfait, c'est atteint. Bravo au Comoro. Et, Mhm. et est-ce que tu trouves que ça a été plus compliqué? Donc c'est Bah, plus compliqué à gérer aujourd'hui. Enfin, ouais. ça c'est Euh, la dernière, enfin la quatrième idée reçue, c'est que ça va être très compliqué à gérer. Parce que c'est pas juste l'éco-conception du site en tant que tel, ça va être aussi son maintien dans le temps, quoi. Bah ça, dans le monde maintien, vu que le niveau technologique est moins important, enfin, je veux dire, il y a moins de services qui sont inutiles, il risque, bah, le niveau de risque baisse de base. Euh, et après, plus compliqué, il y a peut-être une phase en amont de réflexion. Donc oui, ça c'est sûr. Et ça, c'est le cas pour n'importe quel projet en éco-conception, que ce soit du contenu, que ce soit du web. En fait, si on veut faire ouais, une vidéo, si on veut faire un film éco-conçu, avant, on a deux options. Si on veut faire un film, soit on envoie des équipes de tournage à l'autre bout du monde sans réfléchir, soit on veut faire un film éco-conçu et on réfléchit comment on peut aller mobiliser des équipes de tournage sur site et avoir le même niveau de qualité d'image. Euh, oui, voilà, il y a une phase de réflexion en plus, quoi. Euh, mais qui, à la fois, comme je l'ai dit, elle est fertile. Et, euh, Mhm. et ouais, non, c'est intéressant in fine, hein. C'est Mais ça, oui, c'est-à-dire que le processus de production est le même pour un site éco-conçu, pour un site non éco-conçu en réalité. C'est ce qu'on va mettre en place pendant ce processus qui va faire la différence. Donc on n'a pas une complexité supplémentaire. Et après, en termes technologiques, en termes d'utilisation, si c'est aussi ça que tu voulais dire, est-ce que c'est plus difficile à utiliser, à éditer pour les éditeurs, pour les équipes? Pas du tout. Nous, on utilise les mêmes systèmes de gestion pour des sites éco-conçus, pour des sites non éco-conçus. Et c'est que la couche visuelle qui va changer, puisque c'est celle-là qui est la plus importante. La partie CMS, elle est complètement découplée. Donc on n'a pas, en fait, on n'a pas, enfin, on a beaucoup moins ces problématiques de visites intensives et en fait, ce qui génère de la bande passante et de l'augmentation de données, enfin, de l'augmentation du volume de données, etc. Donc c'est pas plus compliqué. il y a Je juste plus pense. de choix, en fait. Ouais. Pardon, excuse-moi. Non, Mais vas-y. c'est pas plus compliqué dans la mise en œuvre, mais il y a plus de choix à se poser, de choix à se faire en amont, quoi. Soit tu te poses pas la question et tu balances tout, soit tu te poses la question et tu réfléchis, tu vas mettre le curseur au bon endroit. Mais, Je pense qu'il y a aussi une question d'habitude à prendre. Tu vois, si on parle notamment de la taille des images, la compression des images, etc. Si c'est une habitude que tu prends sur toutes tes vidéos, tous tes visuels, etc., bah mm, déjà, ça devient plus vraiment compliqué parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu as pris en main. Et honnêtement, après, moi, je vois plus dans des relations avec des clients ou quoi, finalement, ça devient plus simple parce que tu as des visuels, tu as des images de base qui sont toutes compressées, donc beaucoup plus légères, et tu arrêtes de te faire des 8 transferts qui sont expirés dans les 5 jours et que
ton client a oublié de télécharger les images et que tu dois refaire tout le… Enfin, ça, c'était back and forth. Enfin, je viens d'avoir cette situation-là encore il y a peu. On m'a envoyé un WeTransfer et forcément, je ne l'ai pas fait dans les temps. Et j'étais là, bah, en fait, moi, je n'ai plus du tout cette situation parce que genre, j'ai plus du tout d'images qui passent pas en pièce jointe ou de moyen de partager ces images qui soient beaucoup plus faciles que le WeTransfer classique, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, c'est en plus bipartite, puisque si vous travaillez avec une bonne agence, a priori, les développeurs vont aussi vous mettre à disposition des outils qui vont compresser côté serveur les images. Donc, ça veut dire que vous le Ok. compressez une première fois, mais quand vous uploadez une image dans le CMS et qu'ensuite elle est rendue côté client pour les utilisateurs, elle est à nouveau compressée, redimensionnée pour que vous ayez un gain qui soit maximal en fait. Donc normalement c'est dans les deux sens. Il y a un côté technique et un côté humain à la main modifier les images, etc., les choisir et les sélectionner pour pas que vous dépassiez les quotas. Voilà. Ok, on va passer sur la dernière idée reçue. C'est que ça ne sert à rien. Qu'en fait, enfin, quelle est vraiment… on parlait du colibri tout à l'heure, mais à quoi ça sert vraiment du coup de faire de l'éco-socio-conception web? Mhm. En fait, alors, ça sert à rien, c'est toujours un peu ce qu'on pourrait dire de notre entreprise individuelle, en fait. C'est-à-dire, quand moi j'arrête de manger de la viande tout seul dans mon coin, eh ben, ça ne sert à rien. Quand j'arrête de prendre l'avion tout seul dans mon coin, ça ne sert à rien. Voilà. Et en fait, c'est un peu la réflexion qu'on va avoir sur tous ces sujets-là, euh, mais qui est aussi, et donc la réponse va être la même pour l'éco-conception web. C'est réel pour des sites qui ont peu de trafic, parce que donc c'est, en tout cas en termes d'impact, c'est surtout les médias qui sont disponibles sur le site, la façon dont on les héberge, et du coup aussi le trafic que génèrent les sites qui va réellement faire la différence. C'est-à-dire qu'un site qui a très peu de trafic va moins avoir d'avantage à être éco-conçu, puisque de toute façon, personne ne le voit. Voilà. Donc, en fait, il va pas y avoir d'augmentation de volume de données, etc. Mais pour un site qui a moyennement ou beaucoup de trafic, là, ça va faire une différence énorme sur le volume de données échangées et sur l'expérience des utilisateurs aussi, et aussi en termes d'impact, en termes d'influence sur la production d'autres sites que pour des agences ou pour des clients, et même pour des prestataires indépendants, etc. Avoir cette envie de faire de l'éco-conception en tout cas. Donc, je pense que ça sert toujours dans le sens où c'est pas plus cher de le faire. En fait, il y a vraiment, donc, bon, soit vous avez pas du tout de budget et donc ça là effectivement, ça va être compliqué de faire un site éco-conçu, mais pour un budget de site classique, petit, moyen, en fait, ça va coûter le même prix de faire de l'éco-conception ou pas. Donc, c'est très utile en réalité de le faire. Et nous, on est vraiment convaincus que c'est le futur. C'est-à-dire que on a commencé par utiliser des technologies qui favorisent l'éco-conception sur des sites où il y avait cette demande-là, mais maintenant, c'est des technologies qu'on utilise pour tous les sites qu'on produit, même s'il n'y a pas cette demande, en fait. Donc, du coup, c'est aussi quelque chose qui influence nos pratiques parce que ça a des bénéfices qui ne sont pas que dans la conception, enfin dans la consommation de données et l'impact que ce type peut avoir, quoi. Ça a aussi un impact positif sur justement le SEO, sur le positionnement, sur l'expérience des utilisateurs, sur l'expérience éditoriale des équipes chez les clients. Donc en fait, on a vraiment énormément de bénéfices à aller dans ce sens-là maintenant avec des stacks technologiques qui sont sur mesure, quoi. Oui, moi je suis d'accord. Ça a même des points positifs sur l'image de marque des clients, Mhm. c'est quand même au niveau de l'inclusion, de l'accessibilité. Parce qu'on parle d'éco-conception, mais en fait, c'est de l'éco-socio-conception, souvent. C'est-à-dire que ce soit dans le site, mais que ce soit dans la création de contenu, on réfléchit au message qu'on transmet, on réfléchit à travailler les nouveaux récits. Nous qui sommes professionnels de la communication, on se doit d'avoir cette responsabilité de transmettre des messages qui soient vertueux, qui soient plus positifs pour la société et l'environnement euh, futur. Et donc, c'est global, quoi. C'est réduire à la fois le poids, mais c'est en même temps travailler les messages pour que, pour s'assurer qu'ils soient en adéquation avec les transitions écologiques et énergétiques. Voilà, ça c'est vraiment, je pense que c'est important de le dire, quoi. Que Mhm. éco-conception, c'est éco-socio-conception. Et que ça a des impacts positifs sur toutes les externalités, mais aussi sociales, en fait. Il y a des gens qui Mhm. vont utiliser, des gens qui vont.
Ouais, carrément. Exactement. Super, merci. Bah, on a fait le tour de ces 5 clichés. Est-ce qu'on ne passerait pas sur l'étude de cas et sur le projet IOTA? Mhm. Est-ce que, yes, ça serait top de partager le site. On va faire un tour. Je ne sais pas qui veut prendre la main, Lou ou Adrien, sur un peu nous Oui, présenter je vais faire les, ça tout de les suite. dessous de ce site. Ouais, ouais. Ok, tout le monde voit mon écran? Yes, c'est parfait. Ok. Donc, pour ce site-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est comme disait Adrien, c'est vraiment de conserver une couche média qui soit quand même intéressante, c'est-à-dire de toujours avoir des images, de toujours avoir de l'interactivité, c'est-à-dire qu'on a des modules qui sont interactifs, on peut envoyer des formulaires, ce genre de choses-là, ce qui normalement n'est pas super recommandé pour les conceptions, mais c'était le challenge qu'on s'est donné, c'est-à-dire garder quelque chose qui soit visuellement intéressant tout en réduisant notre impact au maximum, ce qu'on a quand même relativement réussi à faire. Il y avait plusieurs choses qu'on voulait vous montrer. La première, c'était comment vérifier que votre site, enfin, à quel point votre site actuel est éco-conçu, si vous en avez un, et quand vous en faites produire un, comment vérifier que les personnes avec qui vous avez travaillé ont fait leur boulot et où est-ce que vous pouvez trouver des points d'amélioration vous-même dans vos pratiques, c'est-à-dire comment mieux améliorer, enfin, savoir où améliorer la qualité des images ou le poids des images, etc. Jusque-là, je suis bon sur notre Ouais, ouais. planning. Anaïs, OK. Alors, attendez, je vais juste essayer de revenir. Je suis en double écran, mais dans un setup un peu particulier. OK. Donc, hop, je vais partir ici sur une page service, donc sur une page qui a des images, qui a du contenu classique. Et je vais ouvrir les DevTools. Donc ça, c'est des outils pour le développement qui sont disponibles directement dans les navigateurs web, donc notamment dans Chrome. Ici, je suis dans Arc, qui est un autre navigateur, mais qui utilise Chromium, donc qui est sur la même base que Chrome. Donc dans Chrome, quand vous faites commande option, donc là, je suis sur Mac I, vous pouvez ouvrir les outils développeurs. Sinon, vous pouvez aussi faire un clic droit et faire inspecter. Vous aurez la même interface. Vous avez un plugin qui est développé par Green IT qui permet… On voit pas ton plugin, par Ouais. contre, Ah, je pense qu'il faut que tu partages tout ton écran. mince. Alors, attendez, je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop. Attention. Ouh. Alors, vous voyez ici, si je vous montre ça? Ouais, ça c'est bon. C'est OK, parfait. parfait. Donc, on va pas regarder tous les tabs, hein, c'est parce que vous n'allez pas devenir développeur demain. Mais je vais vous montrer seulement ceux qui nous intéressent. Donc, on va commencer par Green IT. Green IT, c'est l'organisme qui développe l'Eco-Index, l'outil Eco-Index, qui est un outil de mesure d'impact sur le digital et qui est fait pour tester le développement, enfin en tout cas la qualité de votre website comparé à certains curseurs, notamment le Question poids des bête, pages. Ouais. Lou, c'est mis par défaut ou c'est des choses que je dois rajouter, installer? Ah, donc le plugin Green IT, c'est un plugin Chrome, donc il faudra l'installer. OK, Il faudra OK, l'installer dans Chrome et ensuite vous aurez ce petit tab qui va apparaître dans vos outils de mesure. très clair. Merci. Ici, on coche toujours activer l'analyse des bonnes pratiques. Ça vous donnera une note qui est beaucoup plus réaliste par rapport aux performances de votre site. Et ensuite, vous pouvez lancer l'analyse. Et ici, il va vous donner, donc ici, on a un super éco-index qui est le meilleur qu'on puisse atteindre. Mais ensuite, surtout en dessous, vous avez toute une liste de choses qui sont faites ou pas faites sur votre site et qui vont vous permettre de savoir où est-ce que vous avez des points d'amélioration. Donc, est-ce que vous avez des images qui ne sont pas compressées? Est-ce que vous avez des fichiers CSS, JavaScript, etc., qui sont pas compressés? Est-ce que vous avez des temps de chargement des pages qui sont énormes, etc. Et donc, ensuite, ça vous donne un score. Ici, on a 88,38 donc de score Eco-Index. Et ça vous donne aussi quelques petites métriques qui sont intéressantes. Donc, ici, par exemple, pour une visite, combien de centilitres de consommation de centilitres d'eau ça représente, le nombre de grammes en CO2, etc. Et donc là, on essaie toujours d'être le plus petit possible pour atteindre un score qui soit eh bien, le meilleur. C'est un score qui va de A jusqu'à F, je crois. Voilà. Mais sachez que la majorité des sites sont plutôt autour de D, E. Voilà. Donc, il faut essayer de viser mieux que ça, au-dessus de C.
vous êtes pas mal. Le deuxième outil que je voulais vous montrer, c'est Lighthouse. Donc ça, c'est l'outil d'analyse de Google. Et c'est un outil qui est vraiment pertinent puisque c'est ces mesures-là que Google utilise pour le SEO, en fait, pour ranker votre website, pour qu'il y ait de la découvrabilité. C'est ces mesures-ci que Google va utiliser. Donc, quand vous faites ces tests-ci, faites-les toujours dans une fenêtre de navigation privée, puisque juste l'utilisation des plugins ici, par exemple, va générer. Moi, j'ai un plugin là qui me génère une erreur. Ça vient pas du site, c'est un plugin que j'ai installé dans mon navigateur qui génère une erreur. Et donc, ça va faire baisser mon score systématiquement. Mais donc, ça va auditer les performances, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO sur votre site et vous donner une note sur 100. Et l'objectif, c'est d'être à 100 partout, évidemment. Donc là, nous, notre petite erreur là, affichée dans la console, elle nous rend 96 sur l'accessibilité, les bonnes pratiques, mais dans un navigateur, dans une navigation privée, on serait à 100 aussi. La dernière chose, c'est ici, donc sur cette page-là, tout a été optimisé, déjà été optimisé, puisque Solène chez Iota a fait ce travail-là. Donc, il y a vraiment un travail à faire côté éditorial pour faire le choix des images et pour ensuite les compresser, regarder où on perd de la performance et faire des adaptations en fonction. Et ici, on va aller dans l'onglet réseau. On va choisir tout ici. On va recharger la page. Et ici, en fait, on va voir la taille des éléments qui sont sur la page. On va pouvoir savoir qu'est-ce qui pèse lourd, en fait. Et ici, on n'a que des images qui pèsent, la plus grande, la plus lourde pèse 15 kilos. Mais sur la majorité des pages web, vous allez avoir des images qui pèsent 1 méga, qui pèsent 2 mégas, voire plus. Et c'est là, en fait, qu'on va avoir un énorme impact sur l'éco-conception et sur la façon dont on produit des sites. Voilà, donc ça, c'est quelques outils que vous pouvez utiliser en interne, chez vous, en agence, pour faire un audit des sites web que vous produisez et améliorer vos pratiques pour aller dans le sens de l'éco-conception. Voilà, si après vous avez des questions sur le stack technologique qu'on utilise, etc., je vous laisserai plutôt vous adresser à moi en privé via Lou, il y LinkedIn. avait un Voilà. autre outil que tu nous avais montré quand on avait préparé ce webinaire sur la taille des images pour voir justement la taille rendue et la taille réelle. J'avais trouvé ça Mhm. hyper intéressant. Je l'ai réutilisé d'ailleurs avec plusieurs clients depuis. Je veux bien que tu le Ouais, remontes à tout le monde. ça marche. Donc, pour chaque image, vous avez ici dans la console un petit bitonio ici là tout à gauche qui vous permet de sélectionner les éléments sur la page. Donc, ça va vous montrer plein de choses, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'image ici. Donc, quand on clique dessus, ça va l'afficher ici dans le code, en fait, dans la structure de votre page. Et quand vous allez passer au-dessus, ici, vous allez avoir des informations sur l'image. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la taille affichée ici est de 625 par 680 et l'image est plus petite que la taille affichée. Donc, ça veut dire que on a un ratio qui est relativement bon entre la taille réelle de l'image ici qui affiche. Il faut savoir que les écrans sont fluides, hein, la taille d'un écran, c'est fluide. Donc ici, elle fait 680 de haut affiché, mais sur un écran qui est plus petit, ça va être plus réduit aussi. Moi, je suis sur un 15 pouces, donc sur un 13 pouces, ce sera juste ici. Mais surtout, on n'a pas une image qui est énorme par rapport à sa taille affichée. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit extrêmement souvent, c'est avoir une image qui fait 2000 pixels par 5000 pixels pour être montrée en 400 par 300 en fait. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a une image qui va peser 2 mégas et demi, alors qu'en réalité, elle pourrait peser 5 kilos. Personne ne verrait la différence visuellement en fait en termes de qualité. Donc voilà, donc ça, c'est aussi des choses vraiment pour aller chercher des petits détails d'amélioration dans dans la performance de votre site. Et donc, toutes ces améliorations-là, il faut vraiment se dire que ça va avoir un impact énorme sur la rapidité de chargement des pages, par exemple, mais aussi sur la découvrabilité, le SEO de votre site. Donc, c'est vraiment pas des choses à négliger, quoi. Voilà, je Ouais, vous ai tout dit. trop bien. Justement, Adrien, est-ce que tu peux nous faire un peu ton retour sur ce qui a été plus challengeant et ce que vous avez dû retravailler pour atteindre ce score d'Eco-Index A sur certaines pages On a dû faire l'impasse on a dû faire des choix, quoi. On voulait effectivement avoir des animations, des outils un peu fancy du genre, genre au clic, il y a des animations, il se passe des choses, on emmène le visiteur dans un tunnel de sélection, on va montrer enfin, avoir des choses animées ils vont lui expliquer
des particularités de notre offre. Mais, et finalement, bah, voilà, on a réduit à quelque chose de plus simple, de plus efficace en un sens, parce que voilà, on va directement droit au but. Donc non, ouais, il n'y a pas eu de problématique. Enfin, on est content du résultat dans le sens, hein. C'est-à-dire que c'est pas avec des petites animations en plus qu'il y aurait vraiment eu un gros gap, quoi. Le but, c'est que voilà, les informations soient transmises et que les gens trouvent ça agréable à l'œil, et c'est le principal. Et qu'en plus, s'ils peuvent sourire de temps en temps, et ben, on aura vraiment tout gagné. Voilà, c'était le point principal. Il y avait un autre petit outil rigolo, assez agréable, qui était intéressant tu sais, c'était le Good Code Behavior Ah qui permet, yes, tu peux le repartager, ouais. qui permet d'analyser un petit peu toute ta session, toute ta session web, qui permet à la fois d'analyser. Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran ou pas? Ouais. Et ça, voilà, c'est un petit outil, c'est pareil, c'est une extension, hein, qui permet d'analyser les différentes, enfin, le temps qu'on passe sur les différentes pages des différents sites, mais aussi la data qu'on passe et l'énergie en lien qu'on a dépensé en fonction de chaque utilisation, chaque session. Et ça, il y a des petits outils qui permettent de tout mettre en blanc, en noir et blanc, ce qui permet d'éviter de télécharger les couleurs, et donc ça fait gagner la data, mais aussi de mettre en pause les autres onglets et d'éviter de télécharger les images. Donc, si on va, voilà, on revient sur la page de Wikipédia qui était avant, voilà, il n'y a plus l'image. Et ça permet d'éviter de télécharger des images pour rien. Voilà, et ça donne voilà, des infos sur chaque session, et on peut revenir, on peut calculer et réfléchir à ce niveau-là. Donc, c'était cool. Très bien. On a on a une question de Maëna justement sur les outils de compression pour les images. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup FreeConvert pour les images et pour les vidéos, j'utilise Rain Video parce que c'est un logiciel qui est sur le Mac. Je ne sais pas si vous avez d'autres outils à recommander, Adrien ou Lou. Oui, bien sûr. Bon, il y en a beaucoup, hein, des outils, puis chacun a un peu sa façon de procéder. Chez nous, on utilise Photoshop généralement pour avoir une première passe, et puis ensuite on utilise Image Optim dans une deuxième passe. Et généralement, le upload dans le CMS fait une troisième passe. Donc, on essaie d'avoir les fichiers les plus petits possibles. Pour la vidéo, donc nous, on est sur Mac, toutes les personnes qui travaillent chez Automoro. Donc, on utilise un logiciel qui s'appelle Handbrake, comme un levier de frein à main, qui a un outil de compression vidéo qui est très, très performant. Donc, voilà, qui permet vraiment de cropper des vidéos pour le web, pour tel format, tel framerate, voilà, pour YouTube, Vimeo, enfin, voilà, avec des presets qui sont déjà réglés, ça marche vraiment très bien. Voilà. Adrien, tu as d'autres outils? XN Convert, j'étais en train de le mettre là. Donc, c'est un petit outil très efficace, gratuit. Bon, pas agréable à l'œil pour le coup, mais extrêmement efficace pour les images, qu'on peut convertir toutes les images en batch d'un coup. Et on peut même mettre un seuil, c'est-à-dire que on peut mettre un poids cible, c'est-à-dire que on veut que l'image elle fasse 20 kilooctets et le logiciel va compresser en fonction du poids cible. Là où en général, c'est plutôt l'inverse, on met un niveau de compression et ça nous donne un poids et on découvre le poids, on fait oh mince, il faut recommencer. Et donc c'est intéressant d'avoir l'inverse, quoi. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on conclue? Sinon, je propose Adrien, Lou, un mot de la fin peut-être? Alors, je voulais juste rajouter quelque chose, deux, trois petites choses. Des outils, donc on a parlé de quelques outils d'analyse qui sont directement disponibles dans votre navigateur et qu'utilisent les développeurs pour tester les sites. Il y a aussi des outils grand public qui existent, qui sont le site d'EcoIndex, Website Carbon Calculator et GTmetrix, en plus de ces outils-là, qui vous permettent vraiment d'avoir une idée globale de comment performe votre site. Et je vous recommande
de les utiliser et d'essayer de faire des comparatifs aussi avec des sites grand public, voilà, pour essayer de voir où tout le monde en est un peu en termes d'éco-conception, et ça peut aussi driver du business. C'est aussi pour ça que je le dis. Sinon, eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et j'espère que ça aura été constructif pour vous, que vous aurez appris des choses, et qu'on vous aura poussé à prendre l'éco-conception en compte pour vos prochaines productions. Oui, c'est important aussi de voir la communication de manière un peu globale aussi. Là, on a parlé du contenu, on a parlé de la diffusion. C'est intéressant de réfléchir très en amont, c'est-à-dire au niveau de la stratégie, de voir comment est-ce qu'on peut avoir une réflexion globale dans toute la communication d'une entreprise, de la création de l'identité jusqu'à la diffusion, la création du site. Et si vous voulez creuser la question, eh bien, c'est avec plaisir que nous vous aiderons à faire ça. Et on espère que vous avez appris des trucs. Ouais. Merci beaucoup. Bah, moi, j'ai encore appris des choses, donc comme quoi, non. On remettra toutes les ressources, et puis le replay de l'épisode, enfin, dans les commentaires. Et puis n'hésitez vraiment pas à aller regarder, le site de l'agence Iota, ou à contacter Lou et Adrien si vous avez des questions complémentaires, ou sur ces projets. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci.